On vous souhaite la bienvenue, tout le monde, à l'émission On s'investit. Autre résumé de fin d'année, et on ne peut pas passer un résumé de fin d'année sans parler de fiscalité. Patrick Saint-Onge, notre spécialiste qui vient année après année nous donner quelques conseils pour cette fin d'année. Alors, comment on fait nos dernières transactions, comment elles seront comptabilisées. Et on va revenir aussi sur le fait du nombre de transactions que l'on peut faire au cours d'une année sans se faire taper sur les doigts par Revenu Canada. On se fait poser à chaque année beaucoup de questions là-dessus, à savoir si c'est un revenu d'entreprise ou bien non, si ce sont véritablement des pertes. On va parler de pertes apparentes également ou encore de gains. Résumé d'année sans parler de fiscalité, Jean-Paul, c'est impossible. Hein? Puis je pense qu'il faut faire nos devoirs. Patrick Saint-Onge, bonjour. Bonjour. Notre spécialiste qui prend une habitude. Chaque année, il vient nous voir pour les résumés de fin d'année. Qu'est-ce qu'on a à respecter en fin d'année particulièrement? Cette année, les transactions, si on veut qu'ils soient comptabilisées dans votre année 2013, doivent être réalisées pour les transactions sur la Bourse canadienne avant le 24 décembre. Donc, c'est probablement la dernière journée aujourd'hui que les gens peuvent transiger. Et sur les bourses américaines, on a jusqu'au 26 décembre. Bon, la raison pour laquelle c'est plus long, on a vérifié, c'est parce qu'il y a un congé de moins. Là. Il y a une journée de plus de congé à Toronto, pour 25-26, alors qu'aux États-Unis, le 26, c'est ouvert. Alors, c'est pour ça que ça permet d'avoir 2 journées de plus de transactions. Perte en capital. Faire attention pour les pertes apparentes, entre autres. Là. Exact. La question des pertes apparentes, c'est que si on a besoin d'une perte pour venir réduire nos gains qu'on a réalisés là, durant l'année, donc il ne faut pas racheter le même titre durant... Il faut pas qu'au terme d'un délai de 30 jours, on ait racheté ce qu'on appelle un titre identique, là, donc une action de la même société. Puis la règle va beaucoup plus loin. Là, donc, on regarde aussi ce qui serait racheté par le conjoint, une compagnie qui est contrôlée. Donc, les pertes apparentes sont relativement importante là, si on veut déclencher un gain en capital, mais qu'on voudrait reprendre la position là, en début d'année. Donc, il faut vraiment attendre 30 jours. Oui, effectivement. Puis le 30 jours suit le 1er janvier. Là. C'est pas, ça ne se termine pas le 31 décembre. Donc, ça suit quand même. Là. Si on faisait une transaction aujourd'hui, il faudrait attendre au 24 janvier là, pour acheter le même titre. Là. Les périodes de report aussi, puis la déclaration de revenus, ça fait partie intégrante des transactions durant l'année. Là. Hein? Exact. Là. Donc, nos fameux rapports, donc c'est sûr que si on ramenait nos revenus à zéro là, en fin d'année avec une perte, donc on pourrait les reporter 3 ans en arrière, et puis ces pertes-là peuvent être utilisées. Là, il n'y a pas vraiment de délai là, pour les utiliser vers le futur. Et ceux qui ont des biens de plus de 100 000 à l'étranger sont obligés de remplir un formulaire qui s'appelle le T1135. Mais il y a des nouveautés là-dedans cette année. Là. Oui, cette année, on a eu une mauvaise surprise là, quelque part durant l'été. Le gouvernement nous a du moins est arrivé avec son nouveau formulaire, donc avec les nouvelles exigences. Donc, il y a une chasse aux sorcières présentement qui s'opère face aux contribuables. Donc, n'importe qui à un moment donné, a détenu des titres, ce qu'ils appellent les titres étrangers, là, même s'ils sont détenus à travers un compte de courtage canadien, doivent remplir un formulaire qui est long et fastidieux. Là. Donc, ils nous ont offert ce qu'ils appellent une exemption administrative pour certains titres, sauf que ça ne vise pas quelqu'un qui aurait détenu pour plus de 100 000 de titres à l'étranger au cours de l'année, puis qui aurait détenu des titres qui n'ont pas payé de dividendes, serait pris pour remplir ce formulaire-là. Donc, vous voyez un peu le détail. Là. Avant, c'était relativement simple. On cochait des intervalles de valeur. Donc, présentement, il faut lister chacun des titres. Il faut dire à combien qu'on les a achetés. Il faut déclarer combien qu'on a reçu de revenus. Alors que, du moins dans bien des cas, c'est détenu à travers un compte canadien. S'il y avait un revenu qui était versé, mais il apparaîtrait sur un feuillet. Donc, ça fait, du moins, c'est ma petite opinion, mais ça fait plus ou moins de sens, ce formulaire-là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ils essayent d'attraper là, des gens là, qui n'auraient pas déclaré leurs revenus, mais c'est pas vraiment la clientèle, du moins si on détient des titres à travers un courtier. Là, donc, on est déjà dans le système. Donc, ils devraient mettre leurs efforts ailleurs que sur des simples formulaires. Mais ça va être un cauchemar pour tous ceux qui ont à préparer des déclarations de revenus au cours. Il y en a qui vont avoir des surprises, notamment sur les honoraires. Ça va être long à remplir. Puis, n'oubliez pas de le poster. Vous allez voir, si vous ne le postez pas, là, puis que vous avez coché la petite case sur la déclaration de revenus, ça coûte cher en bébé. Oui, ça a rendu que ça coûte très cher, puis on a étendu les délais de prescription et on fait toutes sortes de choses avec cette fiscalité-là. Donc, il faut... souvent, les gens se disent « Ouais, mais ça ne me concerne pas », mais ça va beaucoup plus loin que les titres qu'on détiendrait à travers un courtier américain. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a fait sourciller.
Ouais, le fameux Bitcoin. Oui, les bitcoins. L'Agence du revenu s'est prononcée là-dessus le 5 novembre dernier et est venue dire que ceux qui avaient spéculé sur le bitcoin, mais ça pourrait être considéré comme un revenu d'entreprise, donc comme n'importe quel spéculateur. Et puis ceux qui les ont utilisés pour payer des biens, mais l'écart de valeur entre le moment où ça a été acheté et la valeur du bien qui est acquis, mais ça pourrait être soit un gain en capital ou une perte en capital. Donc c'est avant, mais du moins ça aurait été un peu la logique fiscale qui nous aurait donné cette réponse-là. Mais là, les autorités ont émis un communiqué là, qui est venu, si on veut, là, clarifier leur position. Ça devient imposable. Exact, c'est imposable. C'est considéré comme un bien, un intangible là, qui serait utilisé pour... On est dans le domaine du troc là, quand on utilise ça. Bon. La grille d'analyse, quand on est actif ou pas là, sur ça, je pense qu'il n'y a pas une semaine qu'on ne se soit pas posé une question là-dessus. Très populaire. Combien de transactions je peux faire sans me faire taper ses doigts par Revenu Canada, puis par la suite, bien, c'est Revenu Québec qui va arriver par l'arrière? Grande question. La réponse est beaucoup plus longue. J'aimerais vous donner un chiffre là, qui est précis, mais ce qui est regardé par les autorités fiscales lorsqu'on transige, c'est l'intention. Donc, vous pourriez faire une transaction dans l'année, puis si c'était votre intention de revendre rapidement le titre, ça pourrait être considéré comme un revenu d'entreprise. Donc, c'est pas... Le nombre de transactions va être, si on veut, un facteur qui va nous permettre d'analyser ou donner des pistes à quel moment on devrait s'intéresser d'une façon plus sérieuse au portefeuille de quelqu'un. Donc, nous, avec l'expérience, avec le nombre de clients qu'on a, lorsqu'on regarde le portefeuille d'un contribuable, quand on arrive à peu près à 100 transactions qui ont été réalisées au cours d'une année, on commence à se poser certaines questions. Est-ce qu'il y aurait... Parce que la plupart des gens dans une année vont faire très peu de transactions, moins de 10, peut-être moins de 20, mais donc un volume de plus de 100 transactions, avec la jurisprudence, là, on commence à se poser des questions sérieusement. Autre critère après ça qui est analysé, la période de détention. Donc, pour nous, quand quelqu'un détient des titres moins de 15 jours, là, puis quand on regarde les motifs des tribunaux, ça vous donne tout de suite une saveur de spéculation. Puis c'est ça que, à travers notre régime fiscal, la spéculation, c'est taxé comme du revenu d'entreprise. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à saisir ça, mais donc c'est la façon qu'ils l'imposent. Donc, plus que 100 transactions par année, une détention de moins de 15 jours. Là, déjà, là, ces deux facteurs-là font en sorte que vous devriez vous poser des questions. Donc, ça se pourrait que dans une année, on ait besoin de bouger rapidement parce qu'il y a un contexte économique, mais dans la plupart des cas, par expérience, ces deux facteurs-là réunis ensemble, ça vous donne déjà un bon indice qu'il y a eu de la spéculation à travers le portefeuille. Puis l'autre, bien sûr, c'est le temps relié aux transactions. Là. C'est entre chacune des transactions que vous voulez dire qu'on regarde, là? Non, ça, c'est... le deuxième critère que je regardais, c'est le nombre de jours. Après ça, il y a d'autres facteurs qui vont être analysés. Est-ce que quelqu'un fait ça à temps plein? Donc, c'est sûr que si vous faites ça à la maison, vous avez votre bureau puis vous n'avez pas d'autres occupations, mais ça va donner, évidemment... Vous êtes, entre guillemets, un travailleur autonome de la bourse. Donc, est-ce que vous avez essayé de gagner votre vie à travers les transactions? Donc, plus vous mettez d'efforts à travers vos transactions, mais plus ça vous amène du côté du revenu d'entreprise. Si vous allez dans l'autre acétate qui suit, il y a d'autres facteurs à analyser. La connaissance des marchés. Quelqu'un qui aurait fait un MBA en finance et puis qui a certaines désignations, mais tout de suite, il y a une connaissance du marché. Ce qu'il est en train de faire sur le marché, ça s'assimile beaucoup plus à un courtier en valeur, à un expert que quelqu'un qui est en train d'essayer de transiger plutôt sur le long terme avec son portefeuille. Les tribunaux ont été aussi sensibles à la valeur totale des transactions qui ont été réalisées. Donc, nous, on dit que quand le total de vos ventes excède 300 000, mais là, encore là, on a fait beaucoup de transactions, mais tout ça est relatif. Quelqu'un qui a un portefeuille de plusieurs centaines de milliers de dollars versus quelqu'un qui transige avec un petit portefeuille de 25-50 000, mais ces facteurs-là doivent être adaptés. Là, ça demeure toujours une question de fait. C'est pas un absolu. C'est du cas par cas. C'est ça qu'il faut vraiment passer à travers la grille. Et aussi, dans le fond, il y a des avantages et inconvénients aux deux méthodes. Là. Perte et gain en capital, on les connaît. Une entreprise, bon, tout le monde a peur de ça, mais je dis toujours, moi, si tu payes 1 million d'impôts, c'est parce que tu en as fait 2. Et ça te permet de déduire des dépenses aussi. Et là-dessus, souvent, les gens confondent bénéfices et revenus. Ils disent, bien, il faut que je fasse des bénéfices, donc des revenus. En autant que ça fait des transactions, dans une période donnée, vous êtes capable, si vous êtes en revenu d'entreprise, de déclarer vos dépenses. Et c'est des points importants, ça, parce que souvent, les gens se font jouer à ce niveau-là. Oui. Puis, juste pour finir sur la grille, donc, ça se pourrait que vous ayez plusieurs comptes avec des intentions qui sont distinctes. Donc, on pourrait appliquer la grille sur chacun des comptes. Donc,
si vous allez à l'étape qui suit, donc c'est quoi? C'est parce que beaucoup de gens vont transiger, vont générer du revenu d'entreprise à travers un REER, un FER ou un compte enregistré. Comme tel, la loi n'interdit pas de faire de la spéculation à travers ces comptes-là, sauf qu'il y a un impôt qui va être payable au taux de 50 % Donc, c'est ce que la loi, c'est une mesure d'équité entre les contribuables. Donc, les gens peuvent le faire, donc, mais il faut... du moins, il pourrait y avoir de l'impôt qui est versé. Donc, ça, c'est un peu en relation à ce que je vous disais en ouverture, donc que ça n'a pas besoin d'être beaucoup de transactions pour avoir du revenu d'entreprise. Oui, effectivement, parce que là, 160 transactions sur 27 sites, là, puis... Alors, on voit, là, je vais les mettre sur notre site Internet.